Toi aussi, t'as rien compris à Tenet? Franchement, je suis prêt à parier fort qu'on a tous eu à peu près la même réaction à la fin la première fois. Oh waouh, quel film! Mais putain, j'ai rien compris. Allez, si c'est le cas, prends à boire avec Dodoliprane, t'es au bon endroit. Tenet, c'est probablement le film de Nolan qui m'a demandé le plus d'efforts. Et quand je dis effort, je parle pas d'un deuxième visionnage vite fait. Pour mon cas à moi, je parle de 5 visionnages. Et en plus de ça, du temps passé à y repenser après, des recherches, des schémas mentaux, et des moments même où j'avais l'impression d'avoir compris avant de me rendre compte que pas du tout. Et aujourd'hui, avec du recul et surtout tout le travail que j'ai fait pour cette vidéo, je me rends compte que personnellement, je m'étais complètement planté sur ce film. Je l'ai juste regardé comme un autre film lambda. Quelle erreur, hein? Parce que ce chef-d'œuvre-là, il est tout sauf lambda. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, on va le reprendre tous ensemble, calmement, étape par étape. Parce que je pense que pour comprendre pourquoi Tenet nous retourne autant le cerveau, il faut d'abord qu'on prenne le temps de comprendre à quel moment précis il nous le fait vriller. D'ailleurs, dans le cas où vous en étiez peut-être pas encore sûr, cette vidéo contient des... On se plaint pas en commentaire pour ça donc, hein, s'il vous plaît. Le truc important à comprendre avec ce film, c'est que le vrai problème, au fond, c'est pas son histoire. Parce que si on la résume rapidement, la brute, sans décoffrage, il y a un agent qui est recruté pour empêcher une catastrophe mondiale qui est liée à une technologie qui vient du futur. Jusque-là, pas très compliqué. Franchement, on est presque même dans un film d'espionnage qui est assez classique. En revanche, là où Tenet est vraiment perturbant, c'est pas dans ce qu'il raconte, c'est dans la manière dont il veut te le raconter. Et ouais, parce qu'en vrai, dans la plupart des films, même quand l'intrigue est vraiment complexe et dense, t'as un repère qui est stable, le temps. On a toujours eu l'habitude de regarder une scène qui en suit une autre, une action qui provoque une conséquence. Nous, spectateurs, on adore construire notre raisonnement en suivant le temps logique dans un film. Et ça tombe bien, parce que dans Tenet, ce repère, il marche tout simplement pas. Le film nous montre des choses qui ont du sens, certes, mais pas encore au moment où on les regarde. Des scènes où tu vois que quelque chose cloche, sans te dire tout de suite d'où vient cette impression. Et forcément, comme ton cerveau continue d'essayer de lire tout ça comme un film normal, tu commences déjà un petit peu à décrocher. C'est pour ça que le film donne parfois cette impression d'être artificiellement compliqué, alors qu'en réalité, il fait juste quelque chose qui est malin. Il nous cache rien du tout ce film. Tout est donné sous nos yeux, c'est juste que c'est donné dans un sens qui est pas encore exploitable. Et cette logique-là, elle commence dès le début du film. L'opéra, c'est pas juste une scène waouh pour nous en mettre plein la tronche. En réalité, si tu regardes tous les détails, c'est un petit résumé miniature de tout ce que le film va nous faire vivre. Il y a du chaos, plusieurs niveaux de lecture, ça s'enchaîne un peu partout, mais surtout il y a un événement qu'on voit d'abord comme étant totalement impossible. Avec du recul, on aperçoit qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs intérêts, plusieurs opérations qui se croisent en même temps. We live in a twilight world. And there are no friends at dusk. You've been made. The siege is a blind for them to vanish you. Et tout ça sans que le film te donne les clés pour les distinguer. Ça, c'est fait pour te mettre dans l'exact même état que le protagoniste. Il agit avant même de comprendre. Sa vraie mission, au fond, c'était pas juste de gérer une prise d'otage. C'était de récupérer un objet bien précis. Un élément qu'on te présente d'abord comme du plutonium. Mais qui appartient, on verra un peu plus tard, en réalité à quelque chose de bien plus vaste. Et puis, il y a ce moment-là, le détail bizarre, le petit choc visuel qui passe presque trop vite la première fois. Comme si le film t'en mettait déjà pas assez dans la tronche, bam, il t'en rajoute une couche. Et c'est là toute la force de cette ouverture. En réalité, ces micro-frames-là, elles contiennent déjà tout le principe du film en entier. Un effet qui est visible tout de suite, mais une cause que tu comprendras que plus tard. Et vous l'aurez compris, pour que cette scène devienne plus claire, il faut maintenant comprendre la règle centrale du film, l'inversion.
Ce qui est inversé dans Tenet, c'est l'entropie de certains objets, voire même de certaines personnes parfois. En gros, leur trajectoire dans le temps ne suit plus le même sens que celle du monde qui se trouve autour d'eux. Une balle peut sembler revenir dans le canon, une vitre peut paraître se reformer avant d'exploser, une voiture donne l'impression de faire n'importe quoi, mais en réalité, tout ça c'est pas incohérent. C'est juste que ce que nous voyons comme absurde, c'est parfaitement logique dans l'autre sens du temps. Dans Tenet, deux expériences du même événement peuvent coexister. Ça veut dire qu'une personne qui est non inversée et une personne inversée peuvent traverser le même moment au même endroit, mais pas dans le même sens temporel. Elle est là, la subtilité. Et malgré donc la ressemblance, elles vivent pas du tout la scène de la même manière. L'une voit une action produire un résultat, comme ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours, puis l'autre voit le résultat déjà exister, puis remonte petit à petit vers ce qui fait office de cause. Le film casse volontairement un des réflexes les plus naturels chez nous. Celui de croire que ce qu'on voit dans l'ordre visuel, c'est forcément aussi l'ordre logique de ce qui s'est passé. Au début du film après l'opéra, le film nous donne un autre indice, un peu plus caché, pour nous aider à comprendre tout ça. Don't try to understand it. Feel it. Ici, on essaye de lui faire comprendre à lui et à nous aussi qu'ici l'intuition habituelle ne suffit plus, qu'il faut accepter une autre manière de penser la causalité. Même si on s'en doutait un petit peu, la balle de l'opéra, c'était pas juste un effet stylisé balancé au hasard. C'était la vraie première démonstration concrète de la règle centrale du film. Et une fois que cette règle est comprise, on peut reprendre l'histoire dans un ordre beaucoup plus clair. Bon, on en a déjà parlé, vous savez déjà, au départ, le protagoniste survit à l'opération de l'opéra. Il passe par une sorte de test de loyauté ensuite, puis découvre l'existence de Tenet. À partir de là, il comprend qu'il existe des objets, puis même des personnes, qui traversent pas le temps comme tout le monde. Et surtout, il comprend que derrière tout ça, il s'y trouve une menace bien plus grande qu'une simple opération clandestine. Très rapidement, son enquête l'emmène vers Andrei Sator, c'est lui-là. Un oligarque russe ultra puissant, qui a eu la chance de construire sa fortune grâce à des informations qui viennent du futur. Ces gens du futur lui envoient de l'argent, donc, des instructions, et surtout des éléments liés à ce qu'on appelle l'algorithme. Et pour faire très simple, l'algorithme, c'est la vraie menace du film. Une technologie qui est capable d'inverser massivement l'entropie du monde, et si elle est activée, les conséquences peuvent être catastrophiques pour le présent. Donc pour s'approcher de Sator et tenter de sauver le monde, le protagoniste passe par Kat, la femme de Sator. Elle devient en sorte le point d'entrée émotionnel du film. C'est grâce à elle qu'on parle plus simplement d'un concept ou d'un danger théorique. On parle d'un homme violent, d'une relation toxique et de quelqu'un qu'il faut vraiment sortir de là. I might just be your second chance I don't need redemption. at betrayal. En parallèle, Neil devient de plus en plus central aussi. Il aide, il accompagne, il comprend très vite et anticipe beaucoup les choses. Au départ, on a juste l'impression qu'il est juste très fort dans ce qu'il fait. Or, plus le film avance, et plus tu sens qu'il n'est pas juste le pote efficace qu'on met à côté du héros. On en reparlera un peu plus tard d'ailleurs. Tenet, au fond, c'est l'histoire d'un homme qui découvre qu'une guerre se joue à travers le temps. Sauf qu'ici, parce que sinon ça aurait été vachement trop simple, voyons, l'adversaire, il a pas seulement des armes et de l'argent. Il a aussi un coup d'avance sur la causalité elle-même. Il sait déjà ce qui va arriver. Et surtout, il prévoit ses coups en fonction de ça. Ok, mais du coup, avec tout ça, on veut aussi se poser la question de savoir pourquoi Sator fait tout ça. Pourquoi il va aller aussi loin. Mais juste avant de parler de ce cher monsieur qui est pas très gentil, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler d'un détail que Nolan a caché dans le film qui est phénoménal. Le carré Sator. Et là, sans même vous voir, j'imagine déjà votre réaction. Ça veut dire quoi tout ça? Le carré Sator à la base, c'est un très vieux palindrome latin. C'est un carré de mots qu'on peut lire dans plusieurs sens, composé de 5 termes: Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Et là, normalement, juste en vous ayant dit les 5 mots, il y a déjà une petite connexion qui a dû se faire. Pour continuer la partie histoire, c'est connu depuis l'Antiquité romaine, avec des exemples retrouvés notamment à Pompéi, et son sens exact continue encore aujourd'hui à faire débat. On sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et maintenant, le lien de tout ça avec le film. Nolan est giga fort là-dessus. Quand on revoit les scènes et qu'on prend du recul, on se rend compte que le carré Sator, il est dans le film. Sator, vous l'aurez compris, c'est le nom du grand méchant. Arepo, c'est un peu plus discret, c'est le nom associé aux faussaires des dessins de Goya, ceux qui servent à faire tenir Kat sous le contrôle de Sator. Tenet, ça parle de lui-même, c'est le mot-clé, c'est aussi le nom de l'organisation que le protagoniste découvre. Opéra, ça parle de la scène d'ouverture à Kiev.
Et Rotas, c'est le nom qu'on retrouve du côté du Freeport et de tout l'univers logistique qui est lié à Sator. Et le truc que je trouve encore plus intéressant, c'est pas juste le jeu de noms qu'on vient de voir. L'énigme réelle qui tourne autour du carré Sator en vrai, c'est qu'il puisse se lire dans plusieurs sens différents. Et Tenet fait exactement la même chose. Parce qu'une même scène peut changer totalement de sens selon le point de vue temporel d'où tu te trouves. Un événement peut être lu à l'endroit, puis à l'envers, puis recompris une autre fois, une fois qu'on a une pièce de plus. Bon, j'ai fait un petit crochet dans cette vidéo pour vous montrer ça, mais c'était important pour moi de vous l'expliquer. Vous verrez, on se rend compte que ce carré Sator, c'est pas un simple easter egg d'érudit dans ce film. C'est la base fondamentale d'où est tirée l'idée du film. Allez, je vous propose qu'on retourne à notre bon vieux méchant et pourquoi il veut détruire le monde. La première réponse à cette question, c'est que Sator a quelque chose chez lui de très pessimiste. On le sait, le film nous l'explique, il est malade d'un cancer, condamné et incapable d'accepter l'idée que le monde puisse continuer sans lui. Dans sa tête, si vous préférez, s'il doit mourir, tout le monde doit mourir. Et le plus intéressant, c'est qu'il pense pas ça tout seul dans son coin. Il est manipulé, soutenu et utilisé par les gens du futur. Et c'est ça qui rend à Tenet son ampleur particulière. Dans le futur de ce film, la Terre est ravagée. Les générations qui viennent après considèrent que leur présent a été détruit par le passé. Et leur logique dans tout ça, c'est de se dire, bon bah, si c'est le passé le problème, on peut peut-être faire en sorte de remonter la source et de régler le problème. Et l'algorithme représente exactement cette possibilité. C'est leur arme ultime. Le futur cherche donc pas simplement à envoyer des messages ou à influencer quelques événements notoires. Ils veulent réécrire complètement l'histoire. Et pour eux, Sator, c'est l'homme parfait pour ça. Il reçoit les consignes, rassemble les pièces, organise le plan et prépare ce moment où sa mort servira de déclencheur. Ok, maintenant qu'on a compris toutes les règles individuellement, qui fait quoi, pourquoi et comment, il nous reste une toute petite marche à grimper, la bataille finale. Cette bataille, je pense que c'est vraiment le moment qui fait exploser le plus de cerveaux parmi les spectateurs. L'idée centrale de cette bataille, c'est une tenaille temporelle. Mais c'est quoi une tenaille temporelle ? Déjà, pour comprendre ça, il faudrait comprendre ce que c'est une tenaille classique. Une tenaille classique militaire, ça veut dire que tu attaques une cible depuis deux directions différentes pour l'encercler. Et dans le film, c'est l'exact même principe, sauf que les deux directions, elles sont pas seulement spatiales, elles sont aussi dans le temps. T'as donc une équipe qui vit l'opération dans le sens normal, celui qu'on connaît tous, et l'autre qui la vit en étant inversée. Là, le film nous l'explique très bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une équipe rouge et une équipe bleue, pour bien les différencier. Et tout l'intérêt de cette stratégie, c'est que ceux qui reviennent de la bataille peuvent transmettre des infos à ceux qui vont la vivre. L'enjeu au centre de tout ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'empêcher que l'algorithme soit enterré avec le dispositif de mort de Sator. Pendant que la guerre éclate en surface, le vrai objectif se joue en bas, dans la chambre souterraine, où le protagoniste et Eve doivent intervenir avant qu'il soit trop tard. Au milieu de tout ce bordel qui peut sembler chaotique, il y a Neil. Encore une fois, c'est lui qui devient la clé. C'est lui qui comprend ce qu'il faut faire. C'est lui qui repart dans l'autre sens initialement prévu. C'est lui qui déverrouille l'accès qui bloque le protagoniste. Et c'est lui surtout qui accepte d'aller jusqu'au sacrifice pour que la mission puisse réussir. Et une fois qu'on a digéré cette séquence bien chargée, faut être honnête, il nous reste plus qu'à regarder ce que le film gardait pour son dernier twist. À la fin du film, Neil révèle au protagoniste que leur relation ne suit pas le même ordre pour eux deux. Pour le protagoniste, l'histoire elle commence à peine, alors que pour Neil, au contraire, elle existe déjà. Elle a déjà créé une confiance, une amitié, des souvenirs qu'on connaît pas encore. Et c'est ça qui rend ce film magnifique. Parce que là, d'un seul coup, en 2 secondes, tout ce qu'on prenait pour de la maîtrise froide ou du mystère de scénario prend une toute autre couleur. Neil, il était pas juste en avance parce qu'il était malin ou stylé. Il était en avance parce qu'il connaissait déjà l'homme avec qui il traversait cette mission. Coke tonic and a Diet Coke. What? You never drink on the job. You're well informed. Pays to be in our profession. Well, I prefer soda water. No, you don't.
Et en parallèle, le protagoniste découvre quelque chose d'énorme. Plus tard, c'est lui qui sera à l'origine de Tenet. C'est lui qui mettra en place l'organisation. C'est lui qui, dans le futur, recrutera Neil. Il n'était pas simplement en train d'exécuter un plan. Il avançait à l'intérieur d'une structure qu'il allait lui-même créer plus tard. C'est à ce moment précis d'ailleurs que le film se referme parfaitement sur lui-même. La boucle se boucle enfin. Et c'est surtout là que le sacrifice de Neil devient déchirant. Parce que pour l'entropie de Neil, cette scène se passe quelques minutes avant son sacrifice. Pour le protagoniste, c'est un début, une révélation, un moment où il comprend enfin ce qu'il a devant lui. Pour Neil, c'est une fin, un adieu, et c'est pas un adieu banal. C'est l'adieu d'un ami qui sait que l'autre ne mesure pas encore tout ce qu'ils vont vivre ensemble. Et normalement, c'est à ce moment-là que l'étincelle doit apparaître dans ton cerveau. La réponse à la question qu'on se posait tous au début, elle se trouvait là, juste devant nous.